Au cœur de l'Europe, entre des champs de culture et des forêts en apparence paisibles, s'éleva un lieu dont le nom devint synonyme du mal absolu. Auschwitz ne fut pas seulement un camp de prisonniers, il incarna une idéologie qui transforma des millions d'êtres humains en numéros, réduisit des personnes à de simples marchandises et fit de la science un instrument de mort. Pendant des décennies, l'image des cheminées fumantes et des rails de chemin de fer, s'enfonçant dans l'obscurité, Ebunai Marshall City est resté le symbole de la Shoah. Pourtant, au-delà de ce qui s'y émue. Qui est connu du grand public, demeure des histoires et des secrets jamais révélés, expériences occultes, décisions stratégiques et résistances silencieuses enfouies derrière les barbelés. Notre voyage commence bien avant la mise en service des chambres à gaz. Il débute par une série de décisions apparemment bureaucratiques, par une ancienne caserne austro-hongroise, par l'occupation d'une Pologne fraîchement conquise et par l'obsession du régime de transformer chaque recoin de l'Europe en un rouage de domination. Comment une ville tranquille se transforme-t-elle en la plus grande usine de mort? Quels hommes rédigent ces décrets et quelles idées les guident? Comment garder le secret lorsque des milliers de personnes sont assassinées chaque jour? Ce documentaire plonge dans l'origine, l'évolution et la chute d'Auschwitz afin de révéler les pires atrocités de la Shoah jamais racontées. Bienvenue à Wartime Archive. L'origine de l'enfer de caserne militaire à camp de concentration. Lorsque la Wehrmacht envahit la Pologne en septembre 1939, l'appareil de terreur nazi commença à chercher des lieux appropriés pour installer ses camps de concentration, loin des regards indiscrets du Reich. Les anciennes casernes de la ville d'Oświęcim, dans le sud de la Pologne, devinrent un objectif stratégique. À l'époque de l'Empire austro-hongrois, ces bâtiments avaient abrité des régiments de cavalerie après la Première Guerre mondiale. Ils tombèrent en temps désuétude. La gare ferroviaire se connectait à des dizaines de lignes principales et secondaires, s'étendant dans toute l'Europe centrale, un atout logistique fondamental pour un régime obsédé par le transport de masse. De plus, le terrain, plat et dégagé, se prêtait parfaitement à l'installation de barbelés et de miradors. Heinrich Himmler, chef des SS, sut y voir l'emplacement idéal pour son projet. Le 27 avril 1940, il signa l'ordre de créer un nouveau camp de concentration à usage multiple, enfermer les opposants politiques polonais, disposer d'une main-d'œuvre esclave pour l'économie de guerre et mettre en place un instrument de répression extensible selon les besoins du Reich. Le choix de Rudolf Höss comme commandant ne fut pas un hasard. C'était un officier froid et discipliné qui avait démontré son efficacité à Dachau et Sachsenhausen. Condamné dans sa jeunesse pour participation à un assassinat politique, il s'était radicalisé en prison et, à sa sortie, avait rejoint les SS. Sa principale vertu était l'obéissance aveugle. À son arrivée en mai 1940, Höss trouva un site à moitié abandonné, des baraquements de briques aux toitures dommages, voitures délabrées, des écuries envahies par les mauvaises herbes et des chemins de terre transformés en bourbiers par la pluie. Les premiers prisonniers, 728 Polonais issus de l'élite intellectuelle et religieuse, arrivèrent le 14 juin 1940. Parmi eux se trouvaient des enseignants, avocats, prêtres et fonctionnaires arrêtés lors du démantèlement systématique de la société polonaise. Ils furent accueillis par des coups, des cris et des chiens. On les tatoua de numéros qui remplacèrent à jamais leur nom, et on les força à se dénuder devant les gardes, perdant leur dernière parcelle de dignité. Dès ce moment, une transformation frénétique commença. Les prisonniers, soumis à des journées exténuantes, abattirent devant des murs, creusèrent dans des tranchées, installèrent des poteaux en béton et tendirent dans des barbelés électrifiés, capables de tuer quiconque tenterait de fuir. Les miradors s'élevèrent à chaque coin. Les écuries, conçues pour héberger une trentaine de chevaux, furent adaptées pour loger des centaines d'hommes. Les fenêtres furent grillagées, les portes renforcées et des couchettes triples en bois installées, devenues avec le temps des mises à poux et à puces. La discipline et l'humiliation s'instaurèrent immédiatement. Chaque matin, à 4h30, un coup de gong métallique tirait les prisonniers d'un sommeil entrecoupé. Ils devaient former des rangs parfaits dans la cour pour l'appel, affrontant le froid glacial de l'hiver polonais ou la chaleur étouffante de l'été.
Certains s'évanouissaient. D'épuisement, leurs camarades devaient les maintenir debout pour éviter des punitions collectives. Tout retard ou geste déplacé se payait de coups de fouet ou d'heures passées au garde à vous, les bras levés, jusqu'à ce que les muscles tremblent. Dans ces premiers mois, Auschwitz fonctionnait comme un camp de punition et de travaux forcés. Les prisonniers polonais creusaient des carrières, construisaient des routes et travaillaient dans des ateliers de réparation d'armes. L'alimentation était dérisoire et la violence arbitraire. Les maladies infectieuses se propageaient facilement dans les baraquements surpeuplés. Dysenterie et typhus provoquaient diarrhée constante et forte fièvre. Sans médicaments ni repos, beaucoup mouraient après seulement quelques semaines. Les morts étaient transportés au crématoire provisoire, installé près de la morgue. Les cheminées commencèrent à fumer avant même l'existence des chambres à gaz. La direction du camp commença à expérimenter des méthodes de cesse et de châtiment. Le bloc 11, bientôt surnommé le bunker, fut destiné à la détention et à la torture des prisonniers jugés rebelles. Son sous-sol fut aménagé en cellules de moins d'1 mètre carré, où 4 hommes devaient rester debout toute la nuit sans pouvoir s'asseoir. D'autres cellules, privées de lumière et de ventilation, servaient à l'isolement total. On construisit également une cour d'exécution entre les blocs 10 et 11. Les victimes étaient poussées contre un mur recouvert de bois pour amortir les balles. Leurs corps tombaient sur la terre humide et étaient traînés et sans cérémonie jusqu'à la morgue. Ce mur du silence symboliserait plus tard la mort de milliers de personnes qui ne surent jamais pourquoi elles étaient tuées. Pendant ce temps, l'administration nazie transforma la région autour d'Auschwitz en un territoire de colonisation. Plus de 7000 âmes habitants furent expulsés de leurs maisons, polonais et juifs compris, et leurs biens confisqués. Les SS créèrent des fermes expérimentales et des entrepôts où étaient cultivés des aliments pour l'armée. Les prisonniers, en plus de construire leur propre prison, travaillaient dans ces fermes, récoltant des pommes de terre, trayant des vaches et moissonnant des céréales qu'ils ne goûteraient jamais. Les villages alentours furent désertés et surveillés par des patrouilles armées. À la fin de 1941, le camp abritait plus de 10 000 prisonniers. Les ordres de Berlin exigeaient d'en accroître la capacité, car les arrestations massives se multipliaient, et la guerre contre l'Union soviétique générait des flots de prisonniers de guerre. La structure initiale d'Auschwitz, avec ses 8 baraquements de briques et ses écuries, était insuffisante pour le plan que Himmler avait en tête. C'est alors que naquit l'idée de construire un second camp à plusieurs kilomètres de distance, à l'abri des rares regards extérieurs qui atteignaient les barbelés. Sans le savoir, les premiers détenus avaient jeté les fondations d'une machine de mort dont l'ampleur dépasserait tout ce qui avait été vu jusque-là. Auschwitz ne surgit pas dans un vide. Il faisait partie d'un système en expansion de camps que le régime nazi avait commencé à établir dès 1933. Dachau fut le modèle initial, suivi de Buchenwald et Sachsenhausen, où Höss se familiarisa avec les méthodes de surveillance et de punition. Mais contrairement à ceux-ci, Auschwitz fut conçu pour croître indéfiniment et intégrer plusieurs fonctions: détention d'otages, exploitation de main-d'œuvre et, plus tard, centre d'extermination. La campagne contre la Pologne avait entraîné l'arrestation de dizaines de milliers de personnes considérées comme des ennemis du Reich intellectuel. Membres de la résistance, prêtres, juifs et tziganes. La population carcérale initiale était presque exclusivement polonaise, bien qu'en octobre 1940 arrivèrent les premiers prisonniers allemands, pour la plupart des criminels de droit commun recrutés pour jouer le rôle de kapos et ainsi diviser les détenus. Rudolf Höss se révéla être un administrateur impitoyable. Dans son autobiographie, rédigée dans la prison de Cracovie avant son exécution, il décrivit comment il conçut Auschwitz comme un complexe modulaire pouvant être étendu avec des sous-camps et des usines. Sous son commandement fut instauré le tatouage numérique obligatoire. Au départ, les numéros étaient cousus sur les vêtements, mais comme de nombreux prisonniers mouraient ou changeaient d'uniforme, il fut décidé de les tatouer sur la peau. La première série de tatouages fut appliquée aux prisonniers soviétiques comme identification permanente. Höss supervisa également l'expansion des baraquements de briques et la construction de nouvelles cuisines, d'hôpitaux et de bureaux pour la SS. L'expulsion de la population locale fut un aspect rarement évoqué.
Entre 1940 et 1081, les SS chassèrent les habitants de villages tels que Brzezinka, Babix et Armage. Les maisons et fermes furent détruites et les familles déplacées de force vers d'autres régions de la Pologne occupée. Leurs terres devinrent des champs expérimentaux ou furent attribuées à des colons allemands. Une nouvelle caserne fut construite pour la garnison SS, ainsi que des logements pour leurs familles. Tandis que les prisonniers mouraient de faim, les officiers vivaient dans le confort maison avec jardin, électricité et chauffage, et même potager. Les épouses d'officiers cultivaient des fleurs et organisaient des fêtes à quelques mètres des barbelés électrifiés. Auschwitz évolua rapidement. En 1941, les premiers prisonniers de guerre soviétiques arrivèrent, capturés après l'invasion nazie de l'Union soviétique. Beaucoup furent fusillés dès leur arrivée, Hitler ayant ordonné que les commissaires soviétiques ne soient pas traités comme prisonniers de guerre, mais exécutés. D'autres furent utilisés comme main-d'œuvre dans les fermes expérimentales des SS. La mort de ces prisonniers fut si rapide que les gardes n'avaient même pas le temps de les enregistrer. Au début de 1942, la population du camp dépassait les 20 000 personnes, et le rythme de construction ne ralentissait pas. Ingénierie de la mort Birkenau et l'industrialisation de l'extermination. L'ordre d'agrandir. Auschwitz aboutit à la création de Birkenau, ou Auschwitz II, un complexe conçu pour matérialiser la solution finale. En octobre 1941, les ingénieurs des SS arrivèrent au village de Brzezinka avec des plans, des règles et une vision glaçante, ériger la plus grande structure d'extermination de l'histoire. Ils dessinèrent un camp divisé en sections délimitées par des barbelés, un secteur pour les femmes, un autre pour les hommes, un pour les tziganes, un autre pour les prisonniers de guerre soviétiques et un secteur familial pour les Juifs déportés de Theresienstadt. Chaque secteur avait son propre système de baraquement, de latrines et de tours de garde. Les Romains appelaient Birkenau le champ du bouleau en raison des arbres qui couvraient la zone. Ces arbres furent abattus, transformés en traverses de chemins de fer et en poteaux de clôture. Tandis que la conférence de Wannsee définissait les mécanismes administratifs du génocide, les détenus d'Auschwitz étaient transférés chaque jour vers le marais de Brzezinka pour travailler dans des conditions infernales. Ils devaient assécher la terre boueuse, creuser des fondations, transporter des poutres de bois et monter des baraquements préfabriqués. En hiver, l'eau glacée leur montait jusqu'aux genoux, beaucoup développèrent des pneumonies et moururent dans la boue. En échange de ces souffrances, ils recevaient coups et hurlements. Ceux qui ne pouvaient suivre le rythme étaient exécutés ou renvoyés au camp principal pour être sélectionnés. La construction de Birkenau fut en soi un processus d'extermination. La décision d'utiliser un gaz toxique comme méthode de mise à mort naquit d'une série d'expériences en septembre 1941. Dans la cave du bloc 11, des officiers SS lâchèrent des pastilles de Zyklon B dans une pièce close où ils avaient enfermé plusieurs centaines de prisonniers soviétiques. L'acide cyanhydrique libéré sous forme de gaz tua tout le monde en quelques minutes. Rudolf Höss informa ses supérieurs qu'il avait trouvé une méthode rapide et économique pour tuer sans verser de sang. Dès lors, le Zyklon B devint le symbole de l'assassinat industriel. Les premiers bunkers de Birkenau furent des maisons de campagne adaptées, appelées la Maison Rouge et la Maison Blanche. On mura leurs fenêtres, on renforça les portes et on perça des ouvertures dans le toit pour y jeter le gaz. Ces chambres improvisées pouvaient assassiner des centaines de personnes à chaque séance, mais elles ne suffisaient pas au volume des déportés. C'est pourquoi l'entreprise Topf & Son reçut la commande de construire 4 crématoires monumentaux. Les crématoires 2 et 3 étaient des plus avancés. Ils comprenaient un vestiaire souterrain pour se dévêtir, une salle à gaz camouflée en salle de douche avec de faux pommeaux métalliques et, au-dessus, une salle de four avec de multiples mufles alimentés au charbon. Le dispositif incluait des colonnes creuses entourées d'un treillis métallique dans lesquelles on versait le Zyklon B ainsi qu'un système de ventilation qui expulsait le gaz mortel en moins d'une demi-heure. Monte-charge et rails acheminaient les cadavres vers les fours avec une efficacité terrifiante. Les crématoires 4 et 5 furent construits avec moins de moyens, leurs chambres étaient de plein pied et leurs cheminées plus basses.
mais leur fonction était la même. Chaque installation pouvait assassiner jusqu'à 2000 personnes à la fois et incinérer des centaines de corps par heure. Ensemble, les 5 chambres à gaz, y compris celle du camp principal, avaient une capacité théorique allant jusqu'à 4756 cadavres par jour, chiffre dépassé lors des phases les plus intenses de mise à mort. Le processus d'extermination fut perfectionné avec une minutie bureaucratique. Ces trains arrivaient à la Judenrampe, un quai ferroviaire proche du camp d'origine, jusqu'à ce qu'en 1944, les voies soient prolongées directement à l'intérieur de Birkenau. À l'ouverture des wagons, les déportés descendaient hébétés et étaient alignés par les gardes. Les médecins SS divisaient les nouveaux arrivants en 2 files à droite. Les hommes et femmes jeunes susceptibles d'accomplir des travaux forcés à gauche. Les enfants, les vieillards, les malades et les femmes enceintes qui seraient assassinés immédiatement. Beaucoup ne comprenaient pas ce qui se passait. Les orchestres du camp jouaient des minutes ou des marches entraînantes pour couvrir les cris. Les sélectionnés pour la mort étaient conduits par un sentier bordé de bouleaux. Dans l'antichambre de la chambre à gaz, on leur ordonnait de se déshabiller. Une pancarte leur indiquait de se souvenir du numéro de leur pater pour récupérer leurs effets. Certains gardes distribuaient savon et serviettes afin d'entretenir l'illusion. Une fois à l'intérieur, les portes se fermaient hermétiquement. Le fracas du métal résonnait dans la pièce. De l'extérieur, des membres du Sonderkommando montaient par des échelles pour verser les cristaux de Zyklon B dans des colonnes creuses. En quelques minutes, les gaz d'acide cyanhydrique saturaient l'air. Les personnes haletaient, se grattaient la gorge, grimpaient les unes sur les autres à la recherche d'oxygène. Puis venait le silence. Le travail du Sonderkommando était atroce. Ces prisonniers vivaient isolés du reste du camp et recevaient des rations un peu meilleures et un traitement légèrement moins brutal en échange de leur participation à la machine de mort. Leur tâche consistait à démêler l'entrelac de corps, fouiller toute cache de bijoux, couper les cheveux des femmes et extraire les dents en or avec des pinces. Ils chargeaient ensuite les corps sur des monte-charges qui les transportaient vers la salle des fours. Ils savaient sans assez qu'au bout de quelques mois, ils seraient eux-mêmes assassinés pour éliminer les témoins. Certains parvinrent à écrire des notes et à les enterrer dans des bocaux en verre comme témoignage pour les générations futures. Le pillage systématique des biens était une autre pièce maîtresse du système. Les entrepôts connus sous le nom de Canada, ainsi baptisés pour la richesse associée aux pays nord-américains, devinrent un gigantesque centre de tri. Montres, colliers, bagues, lunettes, prothèses et valises étaient séparés et catalogués. Les vêtements et chaussures étaient envoyés dans des dépôts du Reich. Les cheveux humains étaient transformés en feutre pour l'industrie textile. Les dents en or étaient fondues. Rien n'était gaspillé. Les détenus travaillant à Canada savaient qu'ils n'étaient séparés de la chambre à gaz que par un fil une journée de travail plus lente ou un geste de résistance pouvait les envoyer au groupe de sélection. Entre 1942 et 1944, Birkenau reçut des trains en provenance de presque toute l'Europe occupée, d'environ 76 000 Juifs venus de France, 60 000 des Pays-Bas, 55 000 de Grèce, 7 500 d'Italie, et plus de 400 000 de Hongrie en quelques semaines seulement. Furent également déportés des Polonais, Tchèques, Slovaques, Yougoslaves, Allemands, Autrichiens, Tziganes et prisonniers de guerre soviétiques. Selon les estimations ultérieures, environ 1,3 million de personnes furent déportées à Auschwitz, 1 100 000. Juifs y périrent entre 70 000 et 75 000. Polonais non-juifs furent assassinés, 21 000. Tziganes et 15 000 prisonniers de guerre soviétiques moururent. Les chiffres n'expriment pas la dimension humaine, mais ils révèlent l'ampleur de l'horreur. À l'été 1944, Birkenau devint un enfer ininterrompu. Les trains de Juifs hongrois arrivaient les uns après les autres. On estime que jusqu'à 12 000 personnes étaient assassinées en une seule journée. Lorsque les crématoires ne suffisaient plus, on creusait d'immenses fosses dans la forêt pour incinérer les corps à ciel ouvert. La fumée était si dense qu'on la voyait à des kilomètres. Les hauts fourneaux tournaient à plein régime tandis que l'Europe entière se vidait de son sang. Pour les bourreaux, les victimes n'étaient que des chiffres inscrits sur des tableaux de production pour ceux qui survécurent. Birkenau représente l'abîme de la condition humaine.
À l'intérieur de Birkenau existaient des microcosmes de l'horreur. Le Zigeuner Lager, ou camp des Tziganes, abrita à partir de février 1943 des milliers d'os de Roms et de Sinti déportés d'Allemagne, d'Autriche et d'Europe de l'Est. Contrairement à d'autres sections, les familles y étaient maintenues ensemble. Les conditions étaient épouvantables, les baraques de bois étaient sans chauffage et infestées de poux. Beaucoup d'enfants moururent de l'âne, eurent de la rougeole et du typhus. En août 1944, les SS liquidèrent leurs 5 camps en une nuit. Ils chargèrent Tots et tous les résidents, y compris les enfants, sur des camions et les emmenèrent aux chambres à gaz. Dans un acte de désespoir, certains Roms tentèrent de résister avec des couteaux et des bâtons, mais ils furent écrasés. Pas un seul ne survécut. Une autre zone peu connue était le camp familial pour Juifs déportés de Theresienstadt, désigné secteur B, 2B. Au lieu de les séparer immédiatement, les SS maintenaient maintenaient parents, enfants et grands-parents ensemble. Cela servait des fins de propagande lorsqu'une commission de la Croix-Rouge visita Theresienstadt en 1944. Les nazis affirmèrent sans que les déportés étaient transférés dans un camp familial où ils pouvaient pas vivre dans des conditions dignes. La réalité était qu'après 6 mois d'internement, tous étaient envoyés aux chambres à gaz. Les prisonniers gravaient sur les murs des dates et des noms pour laisser trace de leur passage. Les femmes à Birkenau vivaient dans des conditions particulièrement cruelles. Elles étaient logées dans des baraquements humides et froids, avec des couchettes pour 6 ou 7 personnes. On leur rasait les cheveux à l'arrivée et on leur donnait une robe légère qu'elles devaient porter été comme hiver. Les menstruations s'interrompaient à cause de la dénutrition, entraînant des problèmes de santé. Les femmes enceintes étaient envoyées directement à la mort ou utilisées par les médecins pour des expériences. Celles qui accouchaient au camp voyaient leur bébé noyé ou jeté sur des tas de cadavres. Certaines prisonnières improvisaient des langes et essayaient de nourrir les nouveau-nés avec des miettes de pain humide, sachant qu'ils n'avaient aucun avenir. Dans la section des prisonniers de guerre soviétiques, située dans le secteur BINIE, des milliers d'hommes capturés sur le front de l'Est furent contraints de vivre à ciel ouvert, sans baraque ni abri. Ils dormaient dans des trous creusés dans le sol et recevaient des rations encore plus maigres que les autres. Beaucoup furent utilisés pour des expériences de guerre chimique ou simplement exécutés. Le mécanisme de tromperie dans les chambres à gaz atteignit des niveaux de théâtralité macabre. Les gardes et capos étaient formés à se montrer aimables. On leur ordonnait de sourire et de parler plusieurs langues pour gagner la confiance des déportés. On leur disait qu'ils allaient se doucher, qu'une soupe chaude les attendait, que leurs vêtements seraient gardés en ordre. On plaçait même des plantes en pot près des entrées pour donner une impression d'hygiène. À l'intérieur, de fausses canalisations imitaient des conduites d'eau. Quand le Zyklon B commençait à émettre son gaz, les personnes frappaient les murs et égratignaient des portes. Certains tentaient de protéger leurs enfants en les cachant sous leur corps. Les traces d'ongles au plafond sont encore visibles dans les ruines des chambres. Le destin des cendres révèle une autre couche du crime. Une fois les corps incinérés, les restes osseux étaient broyés en poudre par des machines spéciales. Cette cendre servait d'engrais dans les champs voisins ou était déversée dans la rivière Sola, troublant ses eaux d'un gris opaque. Elle était aussi mélangée au sable pour paver des chemins à l'intérieur du complexe. Le paysage de la zone devint littéralement une terre faite des corps de ceux qui avaient été assassinés. Les entrepôts de Canada étaient si vastes qu'ils semblaient des villes. Canada Mine se trouvait près du camp principal et plus tard, Canada 2 fut construit à côté de Birkenau. Les détenus qui y travaillaient étaient entourés de montagnes de vêtements, de couvertures, d'argenterie, de tapis et de jouets. Ce travail était convoité parce qu'il permettait parfois de trouver de la nourriture cachée ou de petites pièces de valeur échangeables contre du pain. Mais les conséquences d'une découverte étaient terribles. Être surpris en train de dissimuler un vêtement signifiait l'exécution immédiate. Pour beaucoup, la tentation d'apporter un morceau de chocolat à un ami mourant était plus forte que la peur. Science de l'horreur, expérience, châtiment et les médecins de la mort. La brutalité d'Auschwitz ne se limitait pas à l'extermination de masse.
Les dirigeants du camp transformèrent certains prisonniers en cobayes, traitant leur corps comme du matériel de laboratoire pour expérimenter des idées eugénistes et des technologies de contrôle. Le bloc 10, situé à Auschwitz I, fut converti en hôpital expérimental où des médecins au service du Reich menaient des recherches pseudo-scientifiques couvertes par l'idéologie nazie. Là, le gynécologue Karl Klauberg cherchait une méthode pour stériliser massivement et sans chirurgie des femmes non-aryennes. Il injectait des solutions caustiques composées de formaldéhyde et d'iode directement dans l'utérus de ses victimes. Les femmes, sélectionnées pour leur jeunesse et leur fertilité, souffraient de douleurs insupportables, d'inflammation et d'hémorragie. Certaines mouraient rapidement, d'autres restaient invalides. Klauberg se vantait auprès de ses supérieurs de pouvoir stériliser jusqu'à 1000 femmes par jour. À la fin de la guerre, il se cacha, mais fut capturé et extradé vers la Pologne, où il fut finalement jugé. Toujours au bloc 10, Horst Schumann développa une procédure de stérilisation par irradiation. Il utilisait des appareils Heisan-Sebavay à rayon X pour exposer les organes sexuels d'hommes et de femmes à des doses si élevées qu'elles provoquaient de graves brûlures et la nécrose des tissus. Après l'irradiation, Schumann pratiquait des castrations et des ablations afin d'en analyser les effets. Les patients, principalement des Roms et des Juifs, gardaient d'horribles cicatrices. Beaucoup mouraient d'infections ou de complications. Le médecin le plus infâme fut Joseph Mengele, affecté à Auschwitz en mai 1943. Formé en médecine et en anthropologie, Mengele voyait dans le camp l'occasion de mettre en pratique ses théories raciales. Obsédé par les jumeaux, il arpentait la rampe d'arrivée à la recherche d'enfants partageant la même date de naissance ou une apparence similaire. Ces jumeaux étaient séparés de leurs parents et conduits dans des baraquements spéciaux. Là, il effectuait des mesures crâniennes détaillées, notait la couleur des yeux et de la peau, prélevait du sang et appliquait des substances chimiques dans leurs yeux en tentant de les modifier. Parfois, il cousait artificiellement 2 enfants par le dos pour essayer de créer des siamois. Si l'un mourait, l'autre était tué afin de disséquer comparativement leur corps. Mengele s'intéressa aussi aux personnes atteintes de nanisme. La famille Ovitz, un groupe d'artistes juifs roumains de petite taille, fut déportée à Auschwitz en 1944. Mengele les considéra comme un trésor scientifique. Il préleva moelle osseuse, dents, sang et cheveux sur chacun, les soumettant à de douloureuses opérations. À la différence d'autres, les Ovitz survécurent et témoignèrent après la guerre. Livrant un récit glaçant de la dualité de Mengele, il pouvait leur offrir des friandises puis les torturer sans ciller. Les expériences de Mengele s'étendirent aux femmes enceintes, aux Roms et aux prisonniers atteints d'affections rares. Pour étudier la cause de l'hétérochromie, il inoculait virus ou bactéries dans les yeux. Pour étudier la résistance au froid, il plongeait les bras des détenus dans de l'eau glacée pendant des heures. Pour tester de nouveaux médicaments, il infectait délibérément des prisonniers par le typhus, la malaria ou la tuberculose, puis administrait des traitements expérimentaux. Beaucoup n'y survivaient pas. La pseudo-science de l'horreur se manifestait aussi dans des exécutions routinières. Le sous-sol du bloc 11 abrita la première chambre à gaz provisoire. On y mena les premiers essais avec le Zyklon B. Après cela, la pièce fut transformée en salle de torture. Les gardes y pendaient les prisonniers par les poignets pendant des heures, d'autres étaient forcés de rester accroupis avec des pierres sur les épaules. Les injections de phénol au cœur devinrent une méthode courante pour vider l'infirmerie. Les médecins considéraient beaucoup de patients comme incurables et préféraient s'en débarrasser pour libérer de la place. Le SS Joseph Clair se vantait d'en avoir tué des milliers avec sa seringue. S'y ajoutaient les exécutions publiques devant le mur noir situé entre les blocs 10 et 11. Des milliers de prisonniers politiques, de membres de la résistance polonaise et de soviétiques capturés, furent placés devant et fusillés. Recouvert de panneaux de bois pour absorber les balles, ce mur devint un symbole de terreur. Sa simple évocation faisait trembler les détenus. La perversion scientifique ne connaissait pas de limites. Outre les expériences de Mengele et de Klauberg, on pratiqua des essais d'hypothermie, des transfusions entre différents groupes raciaux, des tests de médicaments expérimentaux et des mutilations délibérées pour éprouver des prothèses.
La plupart étaient effectués sans anesthésie et sans aucune considération pour la souffrance. Les prisonniers étaient vus comme des cobayes jetables. Ce mélange d'idéologie raciste et de méthodes prétendument scientifiques montre comment la technologie et la médecine peuvent devenir des instruments de barbarie lorsqu'elles sont privées d'éthique. L'horreur de l'expérimentation à Auschwitz prit aussi la forme de recherches sur les maladies infectieuses et les armes chimiques. Edward Wirtz, médecin-chef du camp, supervisait l'activité des médecins et signait les autorisations pour chaque expérience. Wirtz expérimentait l'ablation et la transplantation d'organes, en particulier d'ovaires et d'utérus chez de jeunes femmes. Il ordonnait l'amputation de membres sains pour étudier la régénération. Il coordonnait aussi des essais de vaccins contre le typhus. Pour cela, des prisonniers sains étaient inoculés avec des bactéries, puis traités avec des substances expérimentales. Beaucoup mouraient parmi des fièvres et des convulsions. D'autres médecins, tels que Siegfried Schwella et Bruno Weber, développèrent des expériences de transfusion sanguine. Ils injectaient le sang d'un groupe sanguin à des prisonniers d'un autre pour en analyser les réactions. Les résultats furent, comme on pouvait s'y attendre, tragiques chocs anaphylactiques, insuffisance rénale et mort douloureuse. Hans Munch, bactériologiste, menait des expériences sur des cultures de bacilles. Bien qu'il ait plus tard tenté de se présenter comme opposant au génocide, ses recherches causèrent des souffrances inutiles. On réalisait en outre des tests sérologiques des détenus étaient délibérément infectés par la malaria pour étudier de nouveaux médicaments. Certains étaient exposés à des moustiques porteurs, d'autres recevaient des injections de sang infecté. Les scientifiques mesuraient la courbe de fièvre et essayaient des drogues souvent inefficaces. Le chercheur Kurt Plutner expérimenta des barbituriques et des hallucinogènes comme la mescaline sur des prisonniers, dans l'espoir de développer des substances pour l'interrogatoire. Beaucoup devinrent fous ou moururent. Le sadisme scientifique se révéla aussi dans les expériences de congélation. Pour étudier l'hypothermie, les médecins immergeaient mélangeaient des détenus nus dans des cuves d'eau glacée pendant des heures. Ils observaient la chute de la température corporelle et notaient l'instant de l'arrêt cardiaque. Différentes techniques de réanimation furent testées: eau chaude, massage, lampe chauffante. Aucune de ces pratiques ne visait à sauver des vies, il s'agissait d'obtenir des données pour l'armée allemande. Les cellules de punition méritent une description plus détaillée. Les Stegzellen, cellules debout, consistaient en des compartiments d'à peine 90 cm de côté, avec une petite ouverture pour l'air. 4 prisonniers devaient y rester debout toute la nuit, sans pouvoir bouger ni s'étirer. Après plusieurs nuits, les jambes enflaient, la circulation se dérégulait et ils s'évanouissaient. Les Hungerzellen, cellules de la faim, étaient des pièces sombres où les détenus étaient enfermés sans nourriture ni eau jusqu'à la mort. Les gardes ouvraient la porte tous les quelques jours pour retirer les corps. Les Lichtzellen n'avaient pas de fenêtres, les prisonniers y perdaient tout sens du temps. D'autres étaient attachés à des poteaux et laissés sous le soleil ou la neige pendant des heures. La sélection pour ces châtiments était arbitraire. Elle pouvait être due au vol d'une pomme de terre, à une conversation hors rang ou à un battement de cils pendant l'appel. Ces arbitraires détruisaient tout sentiment de justice et plongeaient les prisonniers dans une impuissance apprise. Certains, désespérés, demandaient à être envoyés aux chambres à gaz plutôt que d'endurer une torture prolongée. L'impunité des médecins d'Auschwitz contrastait avec la confiance que de nombreux détenus plaçaient dans les médecins prisonniers. Il y eut des docteurs juifs, polonais et soviétiques qui, malgré des moyens dérisoires, tentèrent d'alléger la souffrance. Ils cachaient des malades, inventaient des diagnostics pour éviter les sélections et fabriquaient des remèdes avec des herbes ou des restes de médicaments. La Dre Gisela Pearl, gynécologue juive, fut contrainte de pratiquer des avortements clandestins pour sauver des femmes d'une exécution certaine. Après avoir survécu, Pearl écrivit ses mémoires pour dénoncer ce qui s'était passé. L'héritage de ces expériences continue d'être analysé. Après la guerre, des scientifiques alliés mirent la main sur des rapports et des données obtenus à Auschwitz. Certains soutinrent qu'ils étaient trop précieux pour être écartés, d'autres affirmèrent que toute utilisation de ces informations était immorale.
Dans les années suivantes, universités et laboratoires débattirent de l'éthique d'employer des données issues de recherches menées sous la torture. La controverse montre que l'écho des crimes d'Auschwitz résonne jusque dans la science contemporaine. La routine de l'horreur, travail forcé, faim et survie. Au-delà des chambres à gaz et des expériences, Auschwitz était une machine conçue pour détruire lentement mais inexorablement. La vie quotidienne était régie par une discipline brutale. À 4h30 en été, 5h30 en hiver, résonnait le gong qui obligeait les prisonniers à quitter leurs couchettes en bois. Ils avaient quelques secondes pour enfiler des uniformes rayés qui n'étaient jamais lavés et se ranger en file ordonné pour l'appel du matin. Sous la pluie ou la neige, ils devaient rester immobiles tandis que les SS comptaient encore et encore. S'il manquait quelqu'un ou si le nombre ne concordait pas, le comptage se prolongeait des heures durant. Après l'appel, ils recevaient un maigre petit déjeuner, un demi-litre d'un liquide noir appelé café qui n'en contenait pas. Ils se rendaient ensuite à leurs unités de travail, ou commandos. Les journées duraient de 11 à 12 heures. Certains étaient envoyés aux carrières du camp principal, où ils devaient porter des pierres de plus de 50 kilos en gravissant d'un escalier interminable de 186 marches. D'autres travaillaient au canot d'évacuation de Birkenau, creusant des fossés dans des marécages, avec de l'océan glacé jusqu'aux genoux, même en plein hiver. Beaucoup étaient envoyés dans des usines d'armement ou dans des camps voisins où ils produisaient des pièces pour la Wehrmacht. Les quotas étaient délibérément fixés pour être inatteignables. Les capos surveillaient avec matraques et fouets, frappant ceux qui ralentissaient. Le déjeuner consistait en environ 1 litre de soupe claire de navets ou de choux, souvent pleine de verre. Les détenus qui recevaient leur ration à la fin du chaudron se considéraient chanceux, car ils pouvaient y trouver un morceau de pomme de terre ou de graisse. Le soir, le dîner se réduisait à quelques 300 grammes de pain noir, parfois accompagné d'un morceau de saucisse, d'une cuillerée de margarine ou d'une cuillerée de confiture. Ce pain devait tenir jusqu'au lendemain matin, créant des dilemmes insupportables. Au total, le régime quotidien apportait entre 700 et 1000 calories. Le résultat était l'émaciation, les prisonniers perdaient de la moitié de leur poids en quelques semaines, développaient des œdèmes et un amaigrissement extrême. Ceux qui étaient au bord de la mort recevaient le surnom de Muselmann pour les SS. Ils étaient indispensables et on les envoyait directement aux chambres à gaz. Les conditions sanitaires aggravaient la souffrance. À Birkenau, les baraquements en bois conçus pour des chevaux abritaient plus de 800 personnes. Les couchettes, réparties sur 3 niveaux, n'étaient que des plateformes sans matelas ni couverture. Les poux et les puces proliféraient sans contrôle, le typhus et la dysenterie provoquaient des épidémies périodiques. Les latrines étaient de longues rangées de trous au-dessus de fosses, sans cloison ni intimité, utilisées par des centaines de personnes, à la fois sous l'œil vigilant des gardes. La toilette personnelle était un luxe inexistant. Les lavabos consistaient en des canaux de ciment avec des robinets ne fonctionnant qu'intermittemment. Se doucher était rare quand c'était autorisé. L'eau tombait glacée ou bouillante pendant quelques minutes. La classification des prisonniers renforçait l'obsession raciale et politique du régime. À chaque nouvel arrivant, on attribuait un numéro tatoué sur l'avant-bras gauche. Auschwitz fut le seul camp à appliquer cette pratique de façon systématique, et un triangle de couleurs cousu sur l'uniforme, les couleurs indiquaient la catégorie: politique, criminel, homosexuel, juif, gitan. Cette marque déterminait la position dans la hiérarchie interne et conditionnait l'affectation au travail et le traitement reçu. La terreur quotidienne allait au-delà des privations physiques. La surveillance constante, l'arbitraire des châtiments et des sélections régulières maintenaient les prisonniers dans un état d'angoisse permanente. Ils ne savaient jamais si un officier désignerait leur file pour les envoyer aux chambres à gaz. La méfiance était encouragée. Les capos étaient recrutés parmi les criminels de droit commun au triangle vert et on leur donnait du pouvoir sur leurs camarades. La solidarité était punie avec brutalité. Pourtant, même dans cet environnement, des actes de résistance surgirent. Certains prisonniers partageaient de leur nourriture. D'autres organisaient des réseaux clandestins pour obtenir des médicaments ou des informations le dimanche, quand on ne travaillait pas à l'usine. Des musiciens formaient des orchestres improvisés et jouaient pour maintenir vivante l'humanité de leurs camarades.
La routine de l'horreur se terminait à la tombée de la nuit avec l'appel du soir. Après une autre file interminable de comptage, les prisonniers regagnaient les baraquements, épuisés, couverts de boue et de sang, sachant qu'en quelques heures, le gong retentirait de nouveau. Pour beaucoup, dormir était impossible à cause des douleurs et du bruit des crématoires, dont les fumées embaumaient l'air de l'odeur âcre de la mort. Chaque aube représentait une victoire temporaire, mais aussi le début d'un nouveau cycle de souffrance qui semblait sans fin. La vie au camp était marquée par des humiliations constantes qui minaient l'identité des personnes. Dans bien des cas, les prisonniers arrivaient avec leurs propres vêtements auxquels ils étaient symboliquement attachés. En étant dépouillés de leurs habits, ils perdaient une part de leur individualité. On leur remettait des tenues rayées, confectionnées dans des usines textiles proches et des sabots de bois qui provoquaient des plaies aux pieds. Il n'y avait ni sous-vêtements, ni manteaux adéquats. Beaucoup entouraient leurs jambes de journaux pour se protéger du froid. L'une des formes de contrôle psychologique les plus perverses était la musique obligatoire. Le camp comptait plusieurs orchestres formés de musiciens prisonniers, un à Auschwitz et un autre à Birkenau. Ces musiciens bénéficiaient de légers privilèges, comme une ration supplémentaire, mais leur tâche consistait à jouer des marches et des airs joyeux, pendant que les colonnes de prisonniers se rendaient au travail ou aux chambres à gaz. La musique étouffait les cris et faisait croire aux nouveaux arrivants qu'ils se trouvaient dans un lieu organisé. Pour les musiciens, chaque note était un supplice. Ils savaient que leur mélodie accompagnait des amis et des proches à la mort. Les réseaux clandestins apparurent tôt. Des prisonniers politiques, majoritairement polonais, établirent des contacts avec l'extérieur par l'intermédiaire de travailleurs civils. On échangeait des nouvelles et, à l'occasion, on introduisait des médicaments ou des messages. L'une des organisations les plus connues fut le mouvement de résistance d'Auschwitz, dirigé par Witold Pilecki, un officier de l'armée polonaise qui s'infiltra volontairement dans le camp en septembre 1940 pour informer la résistance. À l'intérieur, Pilecki créa des réseaux d'entraide et recueillit des témoignages qui furent ensuite envoyés à Londres. En 1943, il parvint à s'évader. Ses rapports furent parmi les premiers à décrire au monde les atrocités d'Auschwitz, bien que peu en crussant d'abord l'ampleur. Une autre forme de résistance était le sabotage. Dans les ateliers de réparation et les usines, certains prisonniers sabotaient délibérément la production. Ils vissèrent des pièces de travers, mélangeaient des matériaux inadaptés ou introduisaient du sable dans les engrenages. Ces actes étaient extrêmement dangereux s'ils étaient découverts. Leurs auteurs étaient exécutés. Cependant, le désir de saper la machine nazie était si fort que beaucoup risquèrent leur vie. Le commerce clandestin faisait aussi partie de la vie quotidienne. Les prisonniers utilisaient des cigarettes, des morceaux de pain ou des boutons comme monnaie d'échange. On troquait des chaussures, des ustensiles en métal, voire des informations. Les travailleurs de Canada pouvaient parfois soustraire de petits objets de valeur qu'ils échangeaient ensuite contre de la nourriture. Cette microéconomie de survie permettait d'atténuer bien que très légèrement la faim. Les femmes développèrent leur propre réseau de soutien. Dans les baraquements féminins, les plus âgés s'occupaient des plus jeunes, les peignaient et tentaient de les protéger des abus des gardes. On partageait des recettes imaginaires. On chantait des chansons d'enfance et on récitait des poèmes pour s'évader mentalement de l'horreur. Certaines femmes avaient encore leurs règles et utilisaient des chiffons ou du papier journal comme serviettes improvisées. Elles partageaient ces matériaux parce qu'elles savaient qu'une hygiène minimale pouvait les préserver d'infections. L'éducation secrète fut une autre forme de résistance. Des professeurs et des étudiants capturés organisaient des cours clandestins le soir. On enseignait les mathématiques, l'histoire, les langues et la philosophie aux enfants et aux adolescents. Les élèves mémorisaient des poèmes et des œuvres littéraires pour les réciter en cachette. Ces cours étaient un acte d'affirmation. Ils démontraient que l'esprit humain pouvait résister même dans un lieu où tout était conçu pour l'anéantir. La vie des enfants à Auschwitz mérite un chapitre à part. En général, les moins de 14 ans étaient envoyés directement aux chambres à gaz. Cependant, certains survécurent temporairement, les enfants roms dans le Zigeunerlager, les jumeaux de Mengele et les enfants polonais et soviétiques, de confession chrétienne que les nazis considéraient racialement valables.
Ces derniers étaient soumis à des tests raciaux et, s'ils remplissaient certains critères, envoyés en Allemagne pour être adoptés par des familles nazies. D'autres enfants, utilisés comme messagers ou contraints à des travaux légers, vivaient dans une terreur constante. Une fillette juive nommée Eva, qui survécut grâce à un groupe de femmes l'ayant cachée dans un baraquement, se souvint plus tard que son enfance se limitait à regarder le ciel gris à travers les planches et à fredonner des chansons à sa poupée de chiffon. Même les relations sociales furent déformées dans le camp. L'instinct de survie poussait certains prisonniers à collaborer avec les gardes en échange de privilèges. Les capos devaient équilibrer la brutalité exigée par les SS avec l'empathie envers leurs camarades. Certains devinrent des bourreaux cruels, d'autres tentèrent de protéger les leurs. Ce dilemme moral déchira le tissu communautaire. Beaucoup de survivants portèrent durant toute leur vie la culpabilité des décisions qu'ils avaient prises. Et pourtant, malgré les horreurs, des gestes de solidarité fleurirent. Un prisonnier cédait sa ration de soupe à un ami malade. Un autre partageait un manteau avec quelqu'un qui grelottait. Un groupe cachait un camarade lors d'une sélection. Ces actes de générosité étaient de petits défis lancés à un système qui tentait de réduire chaque individu à un numéro. Économie du génocide IG Farben et l'esclavage industriel à Monowitz. Alors que les chambres à gaz fonctionnaient sans relâche à Birkenau, à quelques kilomètres de là, près du village de Monowitz, s'élevait un complexe différent, mais tout aussi mortel. Auschwitz III, également appelé Monowitz, naquit de l'alliance entre la SS et le conglomérat chimique IG Farben. Cette immense entreprise, issue de la fusion de Bayer, BASF et Hoechst, était la 4e plus grande société du monde et contrôlait la majeure partie de la production chimique allemande. Au déclenchement de la guerre, elle vit dans le régime nazi l'occasion de s'étendre et de prospérer. IG Farben avait mis au point un procédé permettant de fabriquer du caoutchouc synthétique, la Buna, à partir du charbon. Face au blocus qui empêchait l'importation de caoutchouc naturel, elle proposa de construire une usine près d'Auschwitz afin de profiter de 3 avantages. L'abondance d'eau, de la rivière Sola, la proximité des mines de charbon de Silésie et, surtout, l'accès illimité à une main-d'œuvre esclave. En février 1941, la direction de l'entreprise signa un accord avec la SS. Elle paierait entre 3 et 4 marks par jour pour chaque prisonnier envoyé au travail, selon sa spécialisation, et à peine 1,5 mark pour chaque enfant utilisé comme apprenti. Pour IG Farben, le coût était dérisoire pour les prisonniers. C'était une condamnation à mort. La construction de l'usine de Buna commença en avril 1941. Bientôt, plus de 1000 prisonniers transférés d'Auschwitz y travaillaient. 1 an plus tard, ils étaient près de 4000. En 1944, au moment de l'activité maximale, plus de 11 000 esclaves travaillaient simultanément à Monowitz. Les conditions étaient brutales. On travaillait 12 heures par jour, sans équipement de protection, sous la surveillance de gardes armés. Les prisonniers mélangeaient du ciment, montaient des structures métalliques, transportaient des charges lourdes et manipulaient des substances toxiques. Le froid mordait les os en hiver et la chaleur brûlait la peau en été. L'entreprise construisit ses propres baraquements pour gagner du temps de transport. Mais n'investit pas dans des chambres à gaz lorsqu'un travailleur devenait trop faible. On le marquait d'un cercle rouge sur son uniforme et on l'envoyait en camion à Birkenau pour y être gazé. L'espérance de vie à Monowitz était courte. Les ouvriers non qualifiés survivaient 3 ou 4 mois, ceux envoyés dans les mines annexes mouraient en quelques semaines. Pourtant, la direction d'IG Farben se complaisait lors de ses visites à l'usine Otto Ambros. Fritz Termeer et Heinrich Buttefisch parcouraient les ateliers en voyant des corps squelettiques et des uniformes rayés. Ils savaient exactement ce qui se passait. La société Degesch, filiale d'IG Farben, produisait le Zyklon B utilisé dans les chambres à gaz et alla jusqu'à modifier sa formule pour supprimer le composant odorant qui alertait du danger, rendant le produit encore plus mortel. L'usine de Buna ne produisit jamais le caoutchouc synthétique dans les quantités prévues. Les installations furent brillantes bombardées par les Alliés et les problèmes techniques s'accumulaient. Pourtant, IG Farben ne renonça pas. Elle continua à utiliser des esclaves pour fabriquer des carburants synthétiques, des explosifs, des médicaments et des poisons.
D'autres entreprises allemandes suivirent son exemple. Krupp installa des ateliers d'artillerie, Siemens produisit des composants électriques, Telefunken équipa des systèmes de communication. Toutes payaient la SS pour chaque prisonnier et se désintéressaient de son sort. Le commerce ne se limitait pas à la production industrielle. Dans les entrepôts Canada d'Auschwitz, des groupes de prisonniers triaient minutieusement valises, vêtements, chaussures, lunettes, bijoux et autres objets confisqués aux déportés. L'or dentaire était fondu en lingots pour les caisses du Reich. Les cheveux étaient emballés pour fabriquer des isolants et des textiles. Les prothèses et montres étaient envoyées en Allemagne. La confiscation des biens, l'appropriation des maisons et des usines des Juifs dans les territoires occupés et la vente des produits des victimes faisaient partie d'une économie de pillage qui enrichissait institutions et entreprises. En 1947, après la guerre, 24 dirigeants d'IG Farben furent jugés à Nuremberg pour crimes contre l'humanité. Les documents prouvaient qu'ils avaient visité Monowitz, qu'ils avaient lu les rapports sur la mortalité et qu'ils avaient demandé davantage de prisonniers quand la demande de production augmentait. Pourtant, les peines furent étonnamment légères. La plupart ne purent que quelques années de prison et revinrent ensuite dans l'industrie chimique de l'Allemagne d'après-guerre. Les sociétés successeurs d'IG Farben, dissoutes en 1945, continuèrent de prospérer. Ce n'est que des décennies plus tard, sous la pression des survivants et des organisations, qu'elles reconnurent publiquement leur complicité et créèrent décidément des fonds d'indemnisation. Monowitz reste le rappel de la manière dont un capitalisme sans scrupules peut devenir complice d'un génocide lorsqu'il poursuit le profit à tout prix. L'économie du Troisième Reich était contrôlée par le Bureau central d'économie et d'administration de la SS, connu sous le nom de WVHA. Cet organisme supervisait tous les camps de concentration et négociait des contrats de travail avec les entreprises privées. À sa tête se trouvait Oswald Pohl, un administrateur implacable qui considérait les prisonniers comme une matière première renouvelable. Pohl établit des tarifs standards pour différentes catégories de travailleurs et créa un système de facturation qui transformait Auschwitz en une entreprise rentable. Chaque jour, des factures étaient envoyées à des entreprises comme IG Farben, Krupp ou Siemens, détaillant le nombre de prisonniers fournis et le coût total. En plus du grand complexe de Monowitz, il existait des dizaines de sous-camps autour d'Auschwitz dédiés à des projets spécifiques. À Fürstengrube et Janinagrube, les prisonniers extrayaient du charbon. À Blackhammer, ils travaillaient dans des raffineries de carburant synthétique. À Buddy et Harmes, les détenus cultivaient la terre pour approvisionner la SS. Dans chacun de ces sous-camps, les conditions étaient tout aussi cruelles: journées de 14 heures, rations minimales et châtiments brutaux. Les prisonniers parcouraient à pied des kilomètres à l'aube et revenaient épuisés le soir. Beaucoup mouraient en route et étaient remplacés le lendemain. Une entreprise publique, la Deutsche Erdund Steinwerk, exploitait des carrières et des usines de briques à Auschwitz. Ces travailleurs forcés affrontaient fours et carrières avec un résultat létal. Le commerce illégal prospérait en marge du système. Des gardes corrompus vendaient des objets de valeur volés sur les marchés noirs des villes voisines. Certains officiers SS trafiquaient des bijoux en Allemagne. Ces affaires parallèles montrent comment le pillage institutionnel se combinait avec la cupidité personnelle. L'implication des entreprises à Auschwitz soulevait des questions sur la responsabilité collective. Après la guerre, beaucoup de sociétés affirmèrent avoir été contraintes ou ignoraient les conditions des camps. Pourtant, les contrats, les visites documentées et les rapports prouvent qu'elles savaient assez pour comprendre que leur profit était entaché de sang. La mémoire de Monowitz et de ses sous-camps est essentielle pour comprendre que la Shoah ne fut pas seulement un crime de haine, mais aussi un projet économique. Comprendre cet aspect aide à expliquer l'efficacité avec laquelle il fut mené et oblige à réfléchir à la manière dont le capitalisme peut se dénaturer lorsqu'il est séparé de la morale. Le dernier acte, marche de la mort, destruction et libération. À mesure que l'armée rouge avançait depuis l'Est durant l'été 1944, l'administration d'Auschwitz intensifia son rythme de mise à mort. Paradoxalement, les jours les plus sanglants eurent lieu alors que la défaite allemande était déjà inévitable.
Entre mai et juillet 1944, environ 400 000 personnes, principalement des Juifs hongrois, furent déportés à Birkenau et assassinés peu après leur arrivée. Les cheminées crachaient de la fumée noire jour et nuit, et malgré cela, les fours ne suffisaient pas. On creusa des fosses à ciel ouvert où les Sonderkommandos brûlaient les corps en tas. Le 7 octobre 1944, une révolte éclata. Des membres du Sonderkommando, conscients qu'ils seraient exécutés à la fin de leur service, attaquèrent les gardes et firent exploser le crématoire 4 avec des explosifs. La rébellion fut écrasée et ses protagonistes exécutés, mais la nouvelle se répandit et inspira l'idée que, même au cœur de l'horreur, la résistance était possible. Peu après, Heinrich Himmler ordonna l'arrêt des gazages. Non par pitié, mais par opportunisme, il cherchait à négocier avec les alliés occidentaux et à effacer les preuves du génocide. Les crématoires 2 et 3 furent partiellement dynamités en janvier 1945, le 4 était déjà détruit. Dans le même temps, la SS commença à détruire les archives, brûler les documents, exhumer les fosses communes et broyer les os. Il voulait éliminer toute trace de ce qui s'était passé. En novembre 1944, l'usage des chambres à gaz fut officiellement interdit, mais les assassinats se poursuivirent par fusillade, injection de phénol et travaux exténuants. En janvier 1945, avec les troupes soviétiques à quelques kilomètres, la direction du camp reçut des ordres clairs. Aucun prisonnier ne devait tomber vivant aux mains de l'ennemi. Ainsi commencèrent les fameuses marches de la mort. Le 18 janvier 1945, les premières colonnes de prisonniers quittèrent Auschwitz. En 6 jours, environ 60 000 personnes furent contraintes de marcher vers l'ouest par des températures de moins 20 degrés. Elles portaient des uniformes de toile fine et des chaussures usées et le manquait de nourriture et d'eau. Les gardes tiraient sur quiconque s'arrêtait. Les routes se couvrirent de de corps gelés et de mares de sang. On estime qu'environ 15 000 personnes périrent durant ces marches. Ceux qui survécurent furent envoyés dans des camps comme Gross-Rosen, Buchenwald ou Mauthausen, où beaucoup moururent peu avant la fin de la guerre. Pendant ce temps, environ 7 000 prisonniers trop malades ou trop faibles pour marcher restaient à Auschwitz. Selon le plan, ils devaient aussi être exécutés, mais l'avancée soviétique fut si rapide que les gardes n'en eurent pas le temps. Le 27 janvier 1945, les troupes du premier front ukrainien entrèrent dans Auschwitz, Birkenau et Monowitz. Les soldats, endurcis par des années de combats brutaux, furent stupéfaits parce qu'ils découvrirent des mains et des squelettes vivants à peine capables de bouger, des tas de cadavres abandonnés et des baraquements remplis de malades atteints de typhus, de dysenterie et de tuberculose. Dans les entrepôts, ils découvrirent des centaines de milliers de manteaux, costumes et robes, des montagnes de chaussures, des tonnes de cheveux humains empaquetés et des piles de dents en or. Ces éléments devinrent des preuves irréfutables du pillage et de l'exploitation. Les Soviétiques documentèrent chaque scène avec minutie. Ils filmèrent les chambres à gaz, les fours calcinés et les inscriptions sur les murs des cellules de punition. Leurs photographies servirent plus tard lors des procès de Nuremberg. Malgré la libération, pour beaucoup, la souffrance ne prit pas fin. De nombreux survivants étaient si affaiblis qu'ils moururent peu après de maladies et de malnutrition. D'autres n'avaient nulle part où retourner, leur maison avait été détruite et leurs familles exterminées. Ceux qui furent transférés dans des hôpitaux de campagne mirent des mois à se rétablir. Certains, comme l'écrivain Primo Levi ou le futur prix Nobel Elie Wiesel, mirent des décennies à trouver les mots pour décrire ce qu'ils avaient vécu. Après la guerre, le commandant Rudolf Höss parvint à se cacher sous une fausse identité pendant près d'1 an. Il fut capturé en mars 1946, jugé et pendu en 1947 devant le crématoire 1 du camp où il avait supervisé l'assassinat de plus d'1 million de personnes. D'autres officiers nazis s'enfuirent ou furent capturés et jugés, mais beaucoup échappèrent grâce aux filières des routes des rats vers l'Amérique du Sud ou s'intégrèrent dans la société allemande d'après-guerre.
La libération d'Auschwitz révéla l'ampleur de l'horreur nazie. Les chiffres qui émergèrent 1,3 million de déportés, 1,1 million de morts, en majorité juifs, des dizaines de milliers de Polonais, de tziganes et de prisonniers de guerre soviétiques anéantis dépassaient l'imagination. Les ruines des crématoires et les montagnes d'effets personnels montraient que la mort y avait été industrielle, calculée et rentable. Cet effondrement de l'enfer marqua le début de la longue lutte pour préserver la mémoire, exiger justice et éviter que de telles atrocités ne se reproduisent. Les marches de la mort suivirent plusieurs itinéraires. L'un des principaux se dirigeait vers l'ouest, vers Wodzisław Śląski, où les prisonniers furent chargés dans des wagons ouverts en plein hiver et transportés vers Grossrosen et Mauthausen. Une autre colonne avança vers la région des Sudètes et se divisa entre les camps de Buchenwald et Flossenbürg. Certains groupes furent conduits vers le nord, au camp de Ravensbrück, destiné principalement aux femmes. Au cours de ces trajets, les détenus marchaient entre 20 et 40 km par jour. Leurs pieds saignaient, leur ventre vide se tordait et leur corps s'effondrait. À de nombreuses reprises, des villageois compatissants jetèrent de la nourriture ou de l'eau. La réaction des gardes fut immédiate, ils tiraient sur les prisonniers, qui tentaient de ramasser des vivres, parfois aussi sur les Samaritains. Dans certains villages, toutefois, des habitants profitèrent du chaos pour voler des objets aux déportés ou dénoncer ceux qui s'étaient échappés. La moralité des routes variait selon les régions et les individus. Certaines histoires des marches se transmirent à voix basse. Sur le pont de Wambinowitz, des dizaines de prisonniers se jetèrent dans Noisy-le-Sec dans l'eau glacée dans une tentative désespérée de fuite. D'autres se cachèrent dans des granges et caves de paysans jusqu'au passage des colonnes. Un groupe de femmes polonaises trompa les gardes en leur offrant un tonneau de vodka et, lorsque ceux-ci furent ivres, aida plusieurs prisonniers à s'évader. Les derniers jours du camp furent marqués par l'anarchie. Les bureaux furent pillés par les gardes eux-mêmes qui cherchaient bijoux et argent avant de fuir. Certains prisonniers réussirent à accéder aux entrepôts de nourriture et mangèrent fienette pour la première fois depuis longtemps. D'autres moururent pour avoir mangé trop vite. Le camp resta sans autorité, sauf quelques soldats SS trop malades pour partir, qui tentèrent de négocier leur reddition. Après la libération, le monde mit du temps à saisir l'ampleur de l'horreur. Les images filmées par les Soviétiques à Auschwitz et par les Américains et Britanniques à Dachau, Bergen-Belsen et Buchenwald se diffusèrent lentement. Pour beaucoup, la magnitude des crimes était inimaginable. Certains alliés soupçonnaient que les images relevaient de la propagande jusqu'à ce qu'ils visitent les camps et voient de leurs propres yeux des montagnes de cadavres et des survivants squelettiques. Le processus de justice fut imparfait. Au procès de Nuremberg, tenu entre 1945 et 1946, les dirigeants du Reich furent jugés. Cependant, seules 11 personnes furent condamnées à mort. Les divisions politiques de la guerre froide influencèrent rapidement de nombreux scientifiques et fonctionnaires nazis, furent recrutés par les États-Unis et l'Union soviétique pour leurs programmes militaires et spatiaux. Opération Paperclip, le plan américain visant à récupérer les connaissances allemandes, amena aux États-Unis d'anciens membres de la SS qui ne furent jamais jugés. En Pologne et en Allemagne de l'Est, des procès spécifiques furent organisés contre les membres de la SS d'Auschwitz. En 1947, Höss fut exécuté. En 1963, le procès d'Auschwitz à Francfort porta 22 anciens employés du camp sur le banc des accusés. Seuls 17 furent condamnés. Beaucoup de gardes et de médecins se cachèrent pendant des décennies. Certains furent découverts en Argentine, au Chili ou au Brésil et extradés. D'autres moururent paisiblement dans leur lit. La mémoire devint un devoir collectif. À travers témoignages et mémoires, naquit un récit destiné à éduquer les nouvelles générations et honorer les victimes. Des institutions comme Yad Vashem en Israël et le mémorial d'Auschwitz en Pologne furent fondées pour préserver ces lieux et commémorer chaque 27 janvier la marche des vivants. Visiter Auschwitz aujourd'hui n'est pas seulement un voyage historique, mais une confrontation avec ce dont l'humanité est capable. Les baraquements,
Les tours de guet et les rails sont toujours là, silencieux. Les ruines des crématoires sont des témoins muets de l'horreur. Se souvenir de ces atrocités jamais racontées est un acte de responsabilité collective. Ces ruines rappellent que la barbarie peut se répéter si nous n'apprenons pas. L'avenir dépend de notre mémoire et de ce souvenir.